Marcel. À la une de l'actualité, on reviendra sur le chavirement d'une pirogue partie de Mbour pour les îles Canaries lundi dernier. Parmi la cinquantaine de migrants disparus en mer, 4 jeunes de Pout. Vous entendrez le témoignage du maire de la ville. Également au sommaire, cette série de litiges fonciers. Nous irons notamment à Diana Malari et à Madina Salam. Lutte contre la vie chère, sera-t-il possible de baisser les prix des denrées de première nécessité vu les engagements déjà pris avec le Fonds monétaire international au lendemain d'une mission du FMI, coup de projecteur sur certains engagements signés par le gouvernement sortant. Tournée annoncée du président du PASTEF Ousmane Sonko dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. Décryptage dans ce journal avec des analystes politiques et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons des mesures annoncées à l'issue du Conseil interministériel sur la campagne agricole 2024-2025. À la mise en onde, Abdoulaye Diop. On reparle donc du chavirement d'une pirogue partie de Mbour qui a fait 51 morts. 4 jeunes de Pout font partie des victimes. Le maire de cette localité du département de Thiès regrette ce drame. Il appelle à la sensibilisation et à des actions pour lutter contre l'immigration irrégulière. Écoutons Malik Ndiaye, joint par El Hadj Ndiogoudjen. Il y a des jeunes provenant de Pout qui font partie des disparus. Maintenant, nous avons fait des investigations et également certains parents ont réagi. Effectivement, il y a un jeune qui habite à Pout, qui est né à Pout, les parents sont à Pout. Son fils également était accompagné par des amis qui travaillent ici à Pout, mais qui avaient des activités professionnelles à Pout, mais qui n'habitaient pas à Pout. C'était des Saloum, on dirait. Ils sont au nombre de 3 également. Donc, pour le moment, nous avons dénombré 4 jeunes qui font partie également de ce malheur. Des réactions de regret par rapport à l'événement. Nous avons également touché les familles pour effectivement partager avec elles ces tristes nouvelles, cette douleur. Nous avons également contacté également certaines autorités pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres jeunes qui étaient peut-être des amis ou bien qui partageaient le même groupe pour voir effectivement quel est le nombre exact de Poutois concernés dans cette catastrophe. Pour les réalités, peut-être la lutte doit se faire à tous les niveaux. Peut-être nous, à notre niveau également, nous avons envisagé de faire beaucoup de sensibilisation. Également faire des efforts également pour essayer également de trouver avec les jeunes également des moyens d'insertion. Surtout que actuellement au niveau de Pout, il y a l'environnement industriel qui est en train de s'étendre avec pas mal d'installations. Mais surtout que le fléau également se ramifie jusqu'aux conducteurs de Jakarta. Parce que d'après les informations que nous avons reçues, tous ces jeunes-là étaient des conducteurs de Jakarta. Même certains ont pu vendre leur Jakarta pour pouvoir prendre le chemin de la mer. 12h04 à Sagnophile, la suite de ce journal avec les 76 licenciés de l'hôtel King Fahd qui veulent être réintégrés. Les ex-travailleurs s'adressent à l'hôte de marque de l'hôtel, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, qui y séjourne depuis quelques jours. Si rien n'est fait, il menace de tordre le bras. À Racine-Sy, Ndeye Khoudjaba a parlé au nom des 76 licenciés et le micro de Famadion. Depuis notre licenciement, on a tout fait, on est allé à l'inspecteur du travail, on a vu les instances qui sont dans le gouvernement, on est parti voir le président de l'Assemblée, Conseil économique et social, la médiature de la République, au dialogue Conseil économique et social. On a tout fait. On est même allé voir les chefs religieux. Moi-même, je suis allé voir personnellement Seigne Mountakha Mbacké à Touba. On est allé à Tivaouane. On est allé voir l'archevêque de Dakar. On est allé partout. Et aujourd'hui, vous interpellez les nouvelles autorités? Actuellement, on attend. Comme il vient d'arriver, c'est pourquoi on a fait ce point de presse pour alerter l'opinion publique, pour alerter aussi le nouveau gouvernement qu'il fasse quelque chose. Et qu'est-ce que vous comptez faire si vous n'obtenez pas gain de cause? Si on n'obtient pas gain de cause, on compte rassembler nous avec notre famille et aller faire un sitting au King Fahd Palace. D'autant plus qu'on sait que le président Bassirou Diomaye Faye il séjourne actuellement. On attend voir leur réaction. Si rien n'est fait, on va aller avec notre famille, nos enfants et tout, faire un sitting là-bas. Parce que ça commence à durer depuis 2021, c'est trop.
À Kaolack, ce sont 400 travailleurs de la Sonacos de Lindiane, y compris des saisonniers qui sont en difficulté depuis près de 2 ans. Ils lancent un appel à l'État pour la relance des activités de cette société et l'amélioration des conditions de travail. Ils interpellent aussi leur directeur général. Abdouaziz Sissoko est le secrétaire général de l'Amicale des travailleurs et il est avec Fatumbo. Les travailleurs saisonniers de la Sonacos Lindiane, Ziguinchor, Diourbel et Louga demandent le démarrage des travaux de TFC. C'est des pères de famille qui ont fait de 20 à 30 ans de service à la Sonacos. Les usines sont en arrêt il y a 2 ans. Lindiane, Ziguinchor, Diourbel et Louga. Vous nous avez présenté un plan de relance très intéressant. C'est pourquoi nous demandons son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son premier ministre M. Ousmane Sonko, le ministre de l'Industrie, de vous accompagner à réaliser votre plan de relance. Les travailleurs saisonniers vous demandent, Monsieur le directeur, à revoir leurs conditions de travail et leur salaire. Ils n'ont pas de prime de transport ni prime de logement. Les travailleurs demandent travail égal, salaire égal. Tous les travailleurs vous accompagnent pour la bonne marche des usines. Ce qui nous amène à parler du bilan de la campagne de commercialisation de l'arachide à Fatick. Aucun des 10 points de collecte de graines d'huileries officiels n'a fonctionné. Seules des semences ont été collectées dans la région. La situation est compliquée selon Abdoulaye Kamara, directeur du développement rural de Fatick. Il est au micro d'Aminata Goudjabi. La campagne de commercialisation, c'est un peu plus compliqué. Tout simplement parce que, au départ, la région a eu uniquement 10 points de collecte. 10 points de collecte répartis entre 5 opérateurs et 2 huiliers. Et ces 10 points de collecte-là, d'arachide huilerie, aucun de ces points n'a réellement fonctionné. La collecte donc dans la région de Fatick a porté cette année sur les semences. Et à ce niveau-là, on a collecté globalement un peu plus de 7500 tonnes réparties entre les niveaux base et les niveaux R1 et R2. Pour les bases, si mes souvenirs sont bons, la collecte a porté sur 49 tonnes. Pour les R1, la collecte a porté sur 700 et quelques tonnes et le reste 6000 et quelques tonnes pour les semences de R2. Donc globalement c'est ça. Et proportionnellement au poids homologué dans la région, le niveau de collecte porte sur un peu plus de 35%. Donc voilà la situation par rapport à la campagne de collecte. Écoutons à présent le secrétaire général de l'Union du Renouveau démocratique qui invite le gouvernement à subventionner l'aliment de bétail. Les prix sont exorbitants en ce moment sur le marché, selon le professeur Djegan Sen, qui était à Rufisque. Il se réjouit des nouvelles mesures prises par le gouvernement pour une bonne campagne de production agricole. Djegan Sen, au micro d'Abdou Diouf Diagne. Ils ont beaucoup de difficultés. Et je pense que le gouvernement en est saisi. Tout le monde sait, nous tous on est des éleveurs. Ce matin, j'ai acheté plein de sacs d'aliments de bétail. Donc tous les paysans le savent, plus forte raison les éleveurs. Donc l'aliment de bétail est inaccessible. Et nous demandons à ce que le gouvernement le subventionne. Pour vous dire, pour 4 sacs seulement, de ce qu'on appelle chez nous ripasse, j'ai déboursé plus de 50 000 francs. Donc c'est très cher. Ça, personne ne me le dit, je le vis. Donc il faut que le gouvernement pense au moins à subventionner l'aliment de bétail. Il faut qu'on pense aussi à Tabaski. Ça c'est important. Je suis rassuré en lisant le communiqué du gouvernement où la question de la disponibilité en nombre et en qualité des moutons semble résolue, au moins virtuellement. Ça, il faut l'encourager, évidemment, afin que ça se produise. C'est évident donc que les problèmes sont nombreux, mais l'espoir est là parce que, effectivement, si vous vous rappelez, le 17 avril dernier, au sortir de notre DPE, nous avons fait une déclaration pour rappeler que la campagne agricole, production donc, c'est ouvert depuis longtemps. Il faut que le gouvernement fasse tout pour penser, premièrement, aux semences suffisantes en qualité et deuxièmement, aux destinataires des semences. Ce qu'on a entendu, c'est très rassurant. Le gouvernement va régler ce problème-là des semences qui n'arrivaient jamais à leur destinataire. Le circuit était totalement bouché, parasité par des gens qui n'ont absolument rien à voir avec l'agriculture. Ce problème-là, donc, heureusement, semble devoir lui aussi être résolu. C'est pourquoi il y a l'espoir que ce plaidoyer que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui à Rufisque, eh bien, il va être suivi d'effet, comme notre doléance, entre guillemets, contenu dans notre communiqué. RFM, la radio de toute l'actualité. Je vous le
disait dans les titres, cette série de litiges fonciers à Thiès, 4107 agriculteurs de la zone des Niayes sont impactés par l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis via Kayar. Des milliers d'hectares de terres et des champs des propriétaires ont été expropriés. Ces agriculteurs regroupés au sein d'un collectif se sont retrouvés à Keur Mbir Ndao, département de Tivaouane, pour dénoncer la proposition d'indemnisation du foncier. Le barème proposé est, selon eux, très faible et ils demandent aux nouvelles autorités de corriger cette injustice. Cheikh Anta Diop. Ces impactés de l'autoroute à péage ont mis en place l'union des collectifs de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. Ils se sont encore retrouvés à Keur Mbir Ndao pour réclamer leur indemnisation à l'État du Sénégal à travers la Géroute. Qui n'a manifesté depuis lors aucune volonté de venir satisfaire notre requête, c'est-à-dire de nous indemniser à la juste valeur de ce qui nous a été pris. Gorondoy, le président du collectif de Tivaouane, au nom des impactés, demande l'arbitrage du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Nous interpellons ainsi le président de la République nouvellement élu. Nous lui souhaitons franc succès, mais qu'il corrige cette forfaiture, puisqu'on nous parle de Djoubel, Djoubanti. Voilà un problème pour lequel ils doivent venir corriger. Le collectif toujours fustige la proposition d'indemnisation du foncier à partir d'un barème établi sur la base de prix spéculatifs ne répondant pas aux prix en vigueur dans les zones concernées. Parce que c'est une source de revenus pour les populations. Des indemnisations dérisoires, ça nous ne l'accepterons pas du tout. Donc on leur interpelle à ce qu'ils reviennent discuter avec les populations. Nous sommes ouverts à la discussion. Ces agriculteurs de la zone des Niayes refusent d'accepter les conditions qui leur sont proposées. Ils refusent aussi de céder les terres. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Autre litige foncier à Mbour, précisément à Madinatoul Salam. Ce conflit porte sur plus de 1500 parcelles. Des disciples de feu Cheikh Béthio Thioune, pour qui il avait acheté des terrains depuis 2007, se sont fait déguerpir. Ils pointent du doigt des prédateurs fonciers protégés, selon eux, par le maire de Malicounda, Maguette Sène. Selon ces habitants de Madinatoul Salam qui ont fait face à la presse, la municipalité de Malicounda a superposé un deuxième lotissement sur des parcelles déjà loties par leur guide religieux. Des Matidien, compte rendu. C'est la question que ces habitants de Madinatoul Salam posent au maire de la commune de Malicounda. Avec des banderoles rouges et pancartes, ces disciples de feu Cheikh Béthio Thioune ont fait face à la presse pour alerter sur la gestion foncière de ce village. Abdoulaye Mal, secrétaire général du collectif pour l'émergence de Madinatoul Salam. Sur cette superposition de lotissement, les prédateurs fonciers, dont le plus coriace, protégé par le maire, s'appelle Gorguillou. Ils ont lotissé des parcelles de 300 mètres carrés pour vendre les terrains à des particuliers avec acte administratif, là où aucun arrêté a été sorti pour annuler le lotissement initial de Sélibert. Également parmi ces criminels fonciers, un nommé Mor Fandal. Le collectif, qui a saisi plusieurs fois le maire de Malicounda sans succès, interpelle directement le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La population est menacée de déguerpissement, d'arrestation, de démolition, d'arrêt de travaux. Les litiges s'articulent autour de plus de 1500 parcelles, sur un nombre de 3425 parcelles récentes. Cette population de Madinatoul Salam, impactée par ce qu'elle appelle un deuxième lotissement de la municipalité de Malicounda, dit attendre de pied ferme ce qu'elle considère être des prédateurs fonciers. Nous n'accepterons plus les ventes illicites de terrain dans le lotissement de Sélibert. Le collectif a aussi profité de l'occasion pour dénoncer le manque d'infrastructures sociales de base à Madinatoul Salam, notamment un marché, un centre de santé et une bonne disponibilité de l'eau. Ndeye Matidjeng, Mbour, Radio Futur Média. Réplique de l'une des personnes accusées d'être des prédateurs fonciers par ses disciples de Cheikh Béthio Thioune. Selon Gorguilloum, en tout cas Gorguilloum dit que ces terres appartiennent à des habitants de Madinatoul Salam Kokaï et que c'était des champs de leurs grands-parents. Il dit avoir traîné en justice ces Tchantakoun qui ne détiennent aucun titre de propriété sur ces parcelles. Écoutons Gorguilloum au micro de Ndeye Matidien.
Ils ont construit sur des terres qui ne leur appartiennent pas. C'est ce qui a causé tous ces problèmes. Ces terres appartiennent à nos grands-parents. C'était leur champ et nous sommes prêts à en découdre avec eux. Ils n'ont aucun papier. Pour preuve, je les ai traduits en justice. Et face aux gendarmes, ils n'ont pas pu présenter des papiers. J'ai déjà récupéré et clôturé plus de 10 parcelles. Certains Tchantakoun viennent chez moi la nuit pour négocier. Et quand je leur demande des papiers qui attestent qu'ils sont propriétaires de ces terres, ils me disent qu'ils ne connaissent même pas le numéro. Et pour refermer ce dossier, allons à Sédhiou avec ce litige foncier dans la commune de Dianamalari. Les populations réclament l'audit du lotissement de 2018 initié par le maire et sans autorisation. Bakary Konté. La tension est très vive dans la commune de Dianamalari entre le maire Séni Diallo et les populations qui réclament l'arrêt et la suspension du lotissement de 2018. Moussa Dramé Dibalaké, porte-parole 10 jours. Nous demandons l'arrêt de ce foncier-là et de faire une mission d'audit foncier à Dianamalari qui va venir pour voir les ordres de recettes que le maire a émis au niveau du trésor public. Nous pensons que le maire, il est ordonnateur des dépenses. Il ne peut pas être juge et partie. Il ne peut pas faire office d'entrepreneur, office d'agent voyer, office de maire, office de commission domaniale, office d'urbanisme. Il ne peut pas le faire. Il n'est pas qualifié à la matière. Ces populations demandent au président Bassirou Diomaye Faye d'envoyer une mission d'enquête dans la commune de Dianamalari. Dianamalari dispose 1060 et quelques parcelles. Presque les 800 et quelques parcelles, il les a vendues. Nous considérons que le maire est de mauvaise foi. Il n'est pas responsable. Il ne peut pas gérer les destinées de Dianamalari puisqu'il ne pense que sa tête. C'est un lobby qui est là. L'administration de la région de Sédhiou qui sont là et bâillonner la population et vivre sur le dos de la population de Dianamalari, nous disons non. Madame Thioban Olemata Bayo invite les nouvelles autorités à réagir vite avant que le pire ne se produise. Moi, je fais appel aux autorités, je les saisis, je leur dis vraiment un cri du cœur, ils doivent se lever et tout faire avant que un drame ne sévit dans notre commune. Parce que vraiment, nous avons affaire à un maire qui fait ce qu'il veut. Ces populations ont promis de descendre dans les rues si les autorités compétentes tardent à réagir. Nous avons tenté de joindre le maire Séni Diallo, mais nos efforts sont restés vains. Bakary Konté, Sédhiou, Radio Futur Média. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Après le rapport de la Cour des comptes sur la gestion 2017-2019 de l'Agence de la couverture maladie universelle, le secrétaire général de la sous-section SDT3S se prononce. Biramaba dit ne pas être surpris. Il avait alerté depuis l'année dernière. Selon lui, il faut aller plus loin et faire un audit de 2019 à 2023. Il est joint par Awambaye. Quand on dit que le rapport est intitulé « Audit de performance, volet développement des mutuelles de santé, programme de la couverture maladie universelle », bon, nous, on avait alerté à temps. À la date du 24 octobre 2022, on avait décrié le niveau de management de l'agence et les flux financiers douteux à travers un communiqué. Je pense que vous l'avez vu la presse. Le 25 décembre 2023, on avait marqué un communiqué beaucoup plus saignant en disant qu'il y a un carnage financier organisé au niveau de l'Agence nationale de la couverture maladie universelle. Plus de 5 milliards, dont personne ne peut vous dire l'effectivité quand même des activités. Ça pose problème. Pour nous, les autorités qui sont en place doivent prendre leurs responsabilités et continuer l'audit. Parce que pour moi, on doit continuer de 2019 à 2023. Faire la revue globale, technique, organisationnelle et financière. Il le faut pour la continuité du programme. Et puis, vous le savez, une équipe du Fonds monétaire international vient de boucler vendredi dernier une visite d'une semaine au Sénégal. Un mois et demi après l'élection de Bassirou Diomaye Faye, le FMI en a profité pour faire le point avec le Sénégal sur le programme en cours. Nous en profitons pour jeter un coup d'œil sur les premières revues des accords entre les deux parties. Vous allez le voir, si le Sénégal applique toutes les mesures édictées, la réduction du coût de la vie, ce n'est pas pour demain. Mohamed Ali Mouba.
Pour doper les recettes et soutenir l'économie du Sénégal en décroissance continue depuis quelques années, le FMI recommande un certain nombre de mesures, notamment la réduction des subventions à l'énergie et tout un paquet fiscal pour élargir l'assiette. Sur les subventions, c'est Senelec qui est visé en premier, audit de la boîte pour mettre en œuvre une nouvelle grille tarifaire pour l'électricité, arrêter les subventions et ne conserver que les tarifs pour ménages vulnérables. Ce n'est pas tout, l'organisme international demande aussi à l'État du Sénégal de rétablir les droits de porte au port autonome de Dakar pour les marchandises qui en étaient affranchies. Des mesures d'allègement, souvenez-vous, qui avaient été prises dans le cadre de la Covid-19 pour éviter une inflation. Selon le document du FMI, ces mesures d'allègement coûtent au Sénégal 0,7% de son PIB. Selon le FMI, les autorités se sont engagées aussi à appliquer la taxe sur la valeur ajoutée sur les services numériques, l'achat en ligne notamment, qui va désormais être taxé, tout comme les smartphones, les téléphones intelligents qui vont coûter plus cher. Si les nouvelles autorités appliquent toutes ces mesures, eh bien les Sénégalais devraient s'attendre à une augmentation du coût de la vie et non à sa réduction. En tout cas, le FMI reviendra en juin prochain pour voir l'état d'application de ces mesures avant tout décaissement de l'argent promis, avant toute main levée sur les droits de tirage spéciaux. L'actualité internationale. Avec vous, Anna Rocha, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Aujourd'hui, 6 mai, c'est la journée de vote, c'est journée de vote au Tchad, pardon. Plus de 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire celui qui va diriger le Tchad les 5 prochaines années après 3 ans de transition politique. Parmi les candidats, Mahamat Idriss Déby, fils d'Idriss Déby, qui a dirigé la transition en question. 9 autres candidats sont en lice. Oumou Kalsoumli. Plus de 8 millions de Tchadiens sont appelés aux urnes ce lundi pour une élection présidentielle censée mettre un terme à la transition entamée au lendemain de la mort du président Idriss Déby Itno, tué lors de combats avec des rebelles en avril 2021. 2 candidats se détachent, le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby, de poursuivre les réformes engagées par son père et son premier ministre Succès Masra. Ancien opposant arrêté à plusieurs reprises par le régime de Déby, Masra a été nommé Premier ministre en décembre dernier à la faveur d'un accord négocié avec le pouvoir. Il promet d'instaurer l'état de droit. Le Tchad fait partie des pays ouest-africains qui ont connu des coups d'État au cours des 4 dernières années. Ce 6 mai, le Tchad sera le premier pays au Sahel à organiser des élections. Au Togo, Faure Gnassingbé va rester au pouvoir après la victoire de son parti aux élections législatives. Grâce à la nouvelle constitution adoptée en avril, le président togolais demeure à la tête du pays pour au moins les 6 prochaines années. Les résultats publiés par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, doivent maintenant être confirmés par la Cour constitutionnelle. Nafissatou Silla. L'Union pour la République, le parti de Faure Gnassingbé, a obtenu 108 députés sur 113 selon les résultats provisoires annoncés à Lomé par le président de la CENI, avec un taux de participation de 61%. Des résultats qui confortent fort bien son souhait de rester encore au pouvoir pour un autre mandat. Ces résultats, qui doivent encore être confirmés par la Cour constitutionnelle, constituent un triomphe pour le parti au pouvoir depuis 2005, succédant à son père Gnassingbé Ayadema, resté à la tête de l'État près de 38 ans. La nouvelle constitution adoptée le 19 avril par les députés sortants a fait basculer le pays d'un régime présidentiel vers un régime parlementaire. Le pouvoir réside désormais entre les mains d'un président du Conseil des ministres, lequel est automatiquement le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, ce qui est le cas de Faure Gnassingbé, le président d'UNIR. Cependant, cette réforme constitutionnelle est vivement critiquée par l'opposition togolaise et des organisations de la société civile qui dénoncent un coup d'État institutionnel et y voient une manière pour le président de se maintenir indéfiniment au pouvoir. On va en Côte d'Ivoire maintenant, où le cas Guillaume Soro secoue de nouveau le pays. Cela fait suite aux révélations de Jeune Afrique. Dans un article publié le 3 mai dernier, le magazine explique que les services de renseignements ivoiriens affirment avoir découvert un réseau d'une 50aine de jeunes recrutés par des proches de Guillaume Soro pour mener des opérations de déstabilisation de la Côte d'Ivoire depuis le Burkina. Le camp Soro a réagi, nous dit Gobi Ayabi. Depuis l'arrestation en janvier dernier d'un ex
ex-rebelle des forces nouvelles, les services de renseignements ivoiriens affirment avoir découvert un réseau d'une 50aine de jeunes recrutés par des proches de Guillaume Soro pour mener des opérations de déstabilisation de la Côte d'Ivoire depuis le Burkina, a pointé Jeune Afrique dans sa parution du 3 mai 2024. C'est une nouvelle histoire de barbouzerie dont l'histoire étroitement liée du Burkina et de la Côte d'Ivoire est jalonnée. Elle mêle la junte d'Ibrahim Traoré, les services de renseignements ivoiriens, l'entourage le plus proche d'Alassane Ouattara et celui qui, malgré les récentes tentatives de décrispation, demeure l'ennemi le plus redouté des autorités ivoiriennes. Ancien allié d'Alassane Ouattara, Soro est devenu un opposant farouche au régime d'Abidjan. Son exil en France et ses tentatives de mobilisation politique depuis l'étranger ont alimenté les craintes des autorités ivoiriennes quant à ses intentions réelles et son implication dans les activités subversives. Dans un communiqué en date du 4 mai 2024, le camp Soro, par la voix de Moussa Touré, son directeur de communication, a écrit, je cite, « C'est un ramassis de cancans qui a ceci d'intéressant que Jeune Afrique nous apprend que tous les services de Côte d'Ivoire se livrent une concurrence féroce pour savoir qui aura le plus d'infos sur Guillaume Soro. » Fin de citation. Concernant les rapports ivoiro-burkinabés, le ministre de la Défense ivoirien avait rencontré son homologue burkinabé en avril dernier pour, avait-il déclaré conjointement, fumer le calumet de la paix. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. Au Kenya, le bilan des inondations s'est encore alourdi. Le gouvernement kényan a annoncé hier dimanche que le bilan humain des semaines d'inondations dévastatrices s'est élevé désormais à 228 morts. 72 personnes sont portées disparues et plus de 212 000 déplacés. Un bilan toujours provisoire donc, alors que le pays est toujours en proie à des pluies torrentielles, ce qui risque d'entraîner de nouveaux glissements de terrain et d'autres inondations, Souleymane. Merci, Anna Rocha. RFM 94.0, la radio en puissance. Après un long moment sans activité, le PASTEF annonce une tournée dans la sous-région pour renforcer ses partenariats politiques. Lors de la réunion du parti ce week-end, Ousmane Sonko a également fait savoir que Jean-Luc Mélenchon sera accueilli à Dakar la semaine prochaine. Selon des analystes politiques que nous avons interrogés, le PASTEF reste dans sa logique. Les détails avec Boubacar Dia. La Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, les premières étapes de la tournée sous-régionale du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF, Dr Mamadou Lamine Sarr, estime que cela relève de la normalité. Il est enseignant-chercheur en sciences politiques et relations internationales à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Que ce soit en Afrique, en Europe ou même en Amérique latine, c'est de tradition qu'un parti politique ou un représentant d'un parti politique ait des contacts, des relations, des amitiés même avec des gens qui partagent à peu près la même vision, pas toutes, à peu près la même vision, notamment en matière de politique étrangère, et que ces gens-là nouent des relations avec différents acteurs dans différents pays. Le PASTEF reste dans sa logique, selon le docteur Malo Kanté, analyste politique. Gardez à l'esprit que ce projet ou même ce mouvement, pour ne pas dire ce parti PASTEF, est quand même un parti qui est suivi un peu partout à travers l'Afrique. On voit comment les jeunes Camerounais, les jeunes Burkinabés, aujourd'hui, même si vous regardez au niveau des réseaux sociaux, on voit que c'est un parti effectivement qui parle au-delà même de la jeunesse sénégalaise, qui parle à la jeunesse africaine. Donc c'est pas quelque chose d'étonnant. Moi je pense que c'est une suite logique. Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise attendu à Dakar dans la semaine du 14-18 de ce mois. Dr Malaw Kanté et Mamadou Lamine Sarr s'accordent sur un fait. Que ces partis-là ont une certaine lecture, une certaine compréhension commune des relations internationales, de ce que doit être la politique interne, des relations entre les élites et les populations, et qu'ils partagent cette vision un peu, si on peut dire, d'une certaine gauche. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque temps, des députés insoumis à l'Assemblée défendaient à l'époque Ousmane Sonko et puis dénonçaient publiquement au Palais Bourbon ce qui s'est passé au Sénégal, à savoir l'injustice, la politisation de la justice, etc. Donc voilà, c'est une longue collaboration et Jean-Luc Mélenchon lui-même était invité dernièrement à un meeting organisé par les PASTEFiens, pour ne pas dire par l'opposition sénégalaise. En dehors du renforcement de ses partenariats politiques, le PASTEF compte reprendre et relancer ses activités politiques avec en ligne de mire l'organisation de son premier congrès dans quelques mois. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
Point de vue, dans une dizaine de minutes, nous débattrons des mesures annoncées à l'issue du Conseil interministériel sur la campagne agricole 2024-2025. Et pour ce faire, nous serons avec Cheikh Tidiane Sissé, le président de l'Association des producteurs du bassin arachidier, et Mohamed Li, membre du syndicat de l'agriculture. RFM Sport. L'actualité des sports avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. Eumeu s'est montré plus fort que le fils Sathiès hier à l'Arène nationale. Oui, le fils de Double S qui a mordu la poussière hier face à Eumeu, un combat organisé par Alborar Productions et qui a drainé beaucoup de monde. L'Arène nationale était pratiquement remplie à presque 95%. Comment analyser cette victoire de Eumeu qui se remet en selle, lui qui avait été classé parmi les vieux qui doivent quitter l'arène? Malik Kandoum, journaliste sportif à la TFM, a analysé la performance de Eumeu. Eumeu et Sathiès ont livré un combat épique, un combat avec beaucoup d'intensité. Il y a eu, dans un premier temps, un long round d'observation. C'est ce qui a inquiété tout le monde. Parce que d'habitude, Sathiès, au coup de sifflet de l'arbitre, marche sur son adversaire, l'agresse et enchaîne. Dans ce combat, il a été attentiste. Il a trop observé Eumeu. Et puis, quand il y a eu accrochage et échange de coups, il s'est blessé au doigt, donc à la main droite. Ça l'a un peu handicapé parce que pour la suite du combat, il n'a pas utilisé sa main droite. Tout au contraire, il a utilisé la gauche et il s'est également blessé en ce moment-là. Mais l'un dans l'autre, c'est Eumeu qui a été impressionnant sur le plan physique, sur le plan athlétique et également sur le plan de l'endurance et de la résistance. Il a montré qu'il est encore un athlète extraordinaire. Quand il y a eu accrochage, Eumeu a tout simplement profité d'une erreur de Sathiès pour s'agripper justement à son buste et puis il a tout simplement fait un geste technique merveilleux qui requiert de la force et de la puissance. Quand Sathiès a essayé de résister, Eumeu a insisté pour justement le mettre à terre. Donc Eumeu qui se relance de la plus belle des manières dans l'arène. Donc il va pouvoir avoir d'autres combats. Pourquoi pas défier encore plus jeune que lui. La violence encore présente dans les stades du championnat du Sénégal. C'était à l'occasion hier de la plus belle affiche de cette 22e journée de la Ligue professionnelle du Sénégal qui opposait les Girafes de Dakar à l'équipe de Teungueth FC, le leader qui était en déplacement sur la pelouse de son dauphin. Malheureusement, cette rencontre a été sanctionnée par des violences avec des bus cassés et des blessés à l'hôpital. Comment comprendre cette violence et comment y mettre fin? Réponse dans cet élément de Nafissa Toussila. La violence dans le football qui, au-delà des Nawetan, investit le football d'élite. Le constat est là. Ces 2 dernières semaines, on l'a vécu. Des violences dont on ne connaît même pas le nom. Et si ça persiste, c'est parce que les mesures ne sont pas assez corsées. Selon Moustapha Sadio, journaliste sportif à la RTS. Il faudrait que la Ligue sévisse, mais de façon très forte. Et surtout, arrête de prendre ce problème-là tel un problème, genre qu'une sanction pécuniaire, comme c'est le cas souvent au niveau des clubs dont les supporters sont les acteurs de ces échauffourées, de ces actes de violence-là dans les stades. C'est pas ça qui règle le problème. Il faudrait qu'on identifie cela. Ce qui déclenche ce genre de violence dans les stades, de les punir par des sanctions allant jusqu'à 1 an, 3 ans d'interdiction de stade. Hubert Mbang du journal Record abonde dans le même sens et pour lui, il faut des sanctions dissuasives. Sanctionner lourdement du retrait de points, il faut frapper le retrait de points pour les clubs dont les supporters sont fautifs, mais également les sanctions pécuniaires. Il faut vraiment de lourdes sanctions, aller jusqu'à la suspension définitive d'un club dont les supporters sont souvent épinglés comme étant des fauteurs de troubles. Selon ces spécialistes du football, la Ligue professionnelle et la Fédération sénégalaise de football doivent prendre cette question à bras le corps parce qu'il faut mettre un terme aux actes d'intimidation des supporters et autres actes de terrorisme. Nous parlons de basket pour finir, Souleymane, avec la Basketball Africa League. Première victoire de l'AS Douane dans cette conférence Sahara. Les douaniers ont battu hier l'équipe de Monastir. Sodekam a été séduite par l'un des joueurs de l'AS Douane.
Après son revers face à Rivers Hoopers, l'AS Douanes a rectifié le tir en venant à bout de l'équipe tunisienne de l'US Monastir. Une victoire grâce à la bonne adresse de l'un de ses joueurs, Amadou Abdoulaye Harouna. Le Nigérian a inscrit 35 points. Je suis content pour la victoire parce que j'ai eu des gens, que ce soit Matane, que ce soit Coach Lise, il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé hier, juste après le match, avant même de regarder mon téléphone. Je savais déjà que certains vont me dire, voilà ce que tu as fait. Donc on a mieux joué, on n'était pas pressé. Un joueur qui a séduit le public dimanche soir, mais aussi le staff technique, l'entraîneur principal en particulier qui croit en lui, Mamadou Gueye-Pabi. C'est un talent pur. Depuis 4 ans, il est dans la BL. Il fait partie des 4 meilleurs scoreurs de la BL. C'est un énorme joueur avec beaucoup de qualités humaines, beaucoup de qualités aussi techniques, tactiques, un vrai leader. Mais il lui arrive, comme tout un chacun aussi, de faire un bon match ou bien un moins bon match. Un moins bon match, il l'a fait hier parce qu'on a juste vu des tirs qu'il a pris et qu'il a raté, mais c'est son registre, c'est le play. Nous l'avons préparé pour ça. Heureusement pour nous, il les a presque tout mis aujourd'hui. Tant mieux pour nous. De 8 points, l'ailier nigérien de l'AS Douanes passe à la vitesse supérieure et inscrit 35 points. Ce qu'aucun joueur n'a encore réussi depuis le début de cette saison 4 de la conférence du Sahara. Même si Noël Obedia de l'APR a inscrit 32 points, Will Perry de Rivers Hoopers 31, idem pour son coéquipier Devin Eki. Suleiman, c'est cet élément de Sodecham qui met fin à cette page des sports. Merci Malal Junior Diagne. L'autoroute de l'avenir vous offre votre revue de presse. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. PASTEF, le retour à la vie et les projets. Après l'épisode de la dissolution et le retour à la légalité, le parti a tenu la première réunion de son bureau politique hier, constate Vox Populi. Ousmane Sonko annonce la reprise des activités de PASTEF avec en vue l'organisation de son premier congrès dans quelques mois. Notre véritable lutte, dit-il, vient de démarrer, celle de la libération du peuple sénégalais par la réussite du combat, et PASTEF sera le fer de lance de ce nouvel épisode de notre aventure commune. Le parti assumera son option panafricaniste et souverainiste, rapprochement en vue avec les juntes de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Le journal Les Échos note qu'avec cette option panafricaniste et souverainiste, PASTEF privilégie désormais ses partenaires, les putschistes de la sous-région et les populistes français, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs qui est attendu à Dakar du 14 au 18 mai prochain. Tournée en Guinée, au Mali, au Burkina et au Niger, Sonko à la conquête de l'Afrique, bûcheron du coup Al-Fatri. Pour le journal L'Info, PASTEF prend au nouveau cap. Dans les politiques publiques, quelle trajectoire prend le nouveau régime en place? L'Obs indique que Diomaye et Sonko n'actent pas la rupture. Ils sont sur le chemin tracé par l'ancien régime, le plan sénégalais émergent. Le journal parle de continuité du pape 3A et de chemin obscur du projet. Le PSE devrait être le levier de la crédibilité des finances publiques, indique Tribune. Cheikh Diba est chargé d'ailleurs d'élaborer le budget et de suivre son exécution. Une opportunité pour les nouvelles autorités de centrer les échanges sur le programme. Commentaire de Mayabal Diagne dans le journal. Il dit il ne reste plus à Diomaye et Sonko que de nommer Amadou Ba Premier ministre. En tous les cas, les nouvelles autorités ont du pain sur la planche. Les vrais soucis ont commencé selon Tribune. Les vrais problèmes qui attendent de vraies solutions, c'est manger, boire et se soigner. En attendant, Diomaye est à fond dans le foncier. Le ministre Doudou Ndoye lui rappelle en tout cas que le président ne peut pas tout faire. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Invité du grand jury, l'avocat met les pieds dans le plat. Bosby le jour donne la parole à Mignane Diouf. Il est coordonnateur du Forum social sénégalais. Il confie au journal que la complicité des agents des impôts et domaines et la justice est manifeste. Le carnage foncier est partout. Mignane Diouf ne croyait pas si bien dire, car le journal note que par exemple la ville de Thiès est pire que Mbour 4. Le tonton est manifeste là-bas aussi. Il y a eu dépeçage en règle. Politique, artistes, communicateurs traditionnels, presse, société civile, religieux, tout le monde a été servi. Ces petits pas de Macky Sall pour un retour. Après le Dakar de Medina Gounass, Macky Sall a envoyé une délégation à Kaffrine. Son message aux militants selon le journal, c'est « Nous devons rester soudés et reprendre le travail à la base ». Veuvage
cherche l'équation du remariage, le journal Observateur a fait un dossier. Au Sénégal, note le journal, le remariage des veuves pose parfois problème. Certaines femmes rencontrent d'énormes difficultés pour s'engager dans une autre union. C'est à cause du refus de leurs enfants qui cherchent parfois à protéger leur mère des profiteurs. Une situation qui peut avoir des conséquences sur la santé et la religion de la veuve, note toujours la publication. Dans Sunu Lamb, le combat Sa Thiès Eumeu Sène Bour Keur Double Less, il a battu donc le fils de Double Less. Le journal note que le jeune promoteur Baye Ndiaye a organisé un gala de rêve hier à l'Arène nationale. Eumeu Sène en a profité pour épingler un deuxième fils donc de Double Less. Le Pikinois a battu Sa Thiès de Guédiawaye. Il a fait comme Boyan 2. Bonne nuit à tous. L'autoroute de l'avenir vous a offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h40, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons débattre des mesures qui ont été annoncées à l'issue du Conseil interministériel sur la campagne agricole 2024-2025 sous la présidence du Premier ministre. C'était en fin de semaine dernière. Et pour en parler, nous sommes avec nos deux intervenants du jour. Monsieur Cheikh Tidiane Cissé, président de l'Association des producteurs du bassin arachidier. Monsieur Cissé, bonjour. Bonjour, monsieur Nia. Nous sommes également avec monsieur Mor Diouf, secrétaire général du syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal. Monsieur Diouf, bonjour. Bonjour. Alors, Cheikh Tidiane Cissé, pour commencer, une série de 23 voire 24 mesures annoncées à l'issue de ce conseil interministériel. Est-ce que vous sortez plus rassuré? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'avoir jusqu'à présent? Quelles sont les mesures phares, vous, que vous avez retenues? Écoutez, d'abord, je vous remercie de l'invitation et je salue vos auditeurs, vos auditeurs. Et je salue aussi la maison, la femme et les enfants, parce que derrière chaque homme, il y a une belle dame qui est là-bas, et donc je salue ça. Donc je salue Mor, qui est un ami et un gars qui est vraiment pertinent dans ses analyses. Pour ce que vous disiez pour la question, je pense que c'est des arrêtés qui sont vraiment salutaires. Mais nous avions deux griefs qui sont des griefs que nous portons à la connaissance des décideurs. Parce que pour ce qui est de la distribution des semences, moi je pense qu'il y a un timing qu'il faut prendre en compte. Parce que comme vous le savez, ils ont demandé à certains opérateurs de faire du soupli avec des renseignements pour leur demander des quitus fiscales, pour leur demander la caisse de sécurité sociale et la caisse de prévoyance maladie, en leur demandant des garanties bancaires, le stock, la logistique pour le transport, pour au moins dépouiller, pour savoir quelles sont les entreprises qui sont valables et les entreprises qui ne le sont pas. Moi, je pense qu'avec ce temps-là, avec l'hivernage qui se profile à l'horizon, d'ici quelques jours, on peut avoir les pluies. Moi, je pense qu'il faut qu'ils ménagent un tout petit peu le problème pour qu'au terme de cette situation, on pourra avoir la distribution des semences au bon moment. Ce qui est remarquable d'ailleurs dans les mesures, c'est que il y a très peu de dates précises, disons, il n'y a pas un échéancier précis. On parle toujours de meilleurs délais. Est-ce que cela vous rassure? Voilà, c'est ça le problème. Parce que moi, je pense que maintenant, il faut optimiser les résultats et non pas tout juste rechercher la fiabilité de la transparence et tout ça là. Parce que... Mais est-ce qu'on peut faire l'économie des procédures minimales quand même, puisqu'on réclame la transparence, la bonne gouvernance, etc. Non, à coup sûr, mais devant deux choses, il faut savoir prendre au moins la meilleure solution. Le moindre mal. Parce que c'est ça le problème. Parce que maintenant, il y a, avec la provision météorologique, on nous a parlé du décade de juin, peut-être le premier décade de juin, on peut avoir les pluies. Et je pense que à partir de ce moment, il faut aussi prendre ça en compte. Et sinon, ça peut vraiment créer des situations. Si vraiment on peut fouiller sur tout ce qui se passe et savoir exactement, réellement ce qui se passe, et je pense que ça va créer des situations qui ne seront pas bénéfiques pour le monde rural.
On reviendra tout à l'heure en détail sur vos propositions. En attendant, Mor Diouf, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal et que vous êtes à ce titre-là, je pense, je parle de votre syndicat, membre de cette sorte d'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans les mesures qui ont été annoncées et quel est le rôle que vous allez jouer, que vous jouez d'habitude, mais que surtout pour cette campagne qui se profile à l'horizon, que vous allez jouer dans la campagne agricole? Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Je voudrais saluer l'ensemble des auditeurs de la RFM et saluer également mon co-débatteur qui est un ami, qui est un frère, M. Cissé. Et je pense que, comme vous l'avez dit, effectivement, les travailleurs que nous sommes, nous devons jouer un rôle extrêmement important dans la mise en place, dans la distribution, dans la collecte en amont de cette semence-là. Donc, ce que je dois déplorer avant de peut-être d'analyser les mesures qui ont été prises, c'est que nous, syndicats, nous n'avons pas été impliqués dans ce processus qui a abouti à ces mesures-là. Nous n'avons pas été aussi associés par le ministre et nous le fustisons. Nous avons remarqué depuis son arrivée qu'il n'implique pas ce qu'il fait, il n'implique pas le syndicat du tout. Et in fine, on peut dire qu'il n'implique pas les travailleurs. Maintenant, pour en revenir sur les mesures qui ont été prises, il faut relever qu'il y en a qui relèvent du ministère des Finances, d'autres mesures relèvent directement du ministère des Forces armées, et il y en a maintenant qui relèvent directement du ministère de l'Agriculture. Au premier chef d'ailleurs. Voilà, globalement, on peut dire que véritablement par rapport au contexte, parce qu'il faudrait remarquer que ils sont venus quand même dans un contexte où l'hivernage se profile. Et par rapport au délai, je pense qu'on peut saluer les mesures parmi lesquelles il y a le paiement des dettes des producteurs, des opérateurs, qui est extrêmement important parce qu'il y a un cumul de dettes qu'il faut payer pour leur permettre de se soulager. Un peu plus de 40 milliards pour les 3 dernières années et un audit pour la campagne 2023-2024. Effectivement. Donc je pense que ça, c'est une mesure qu'il faut saluer parce que sans cela, les opérateurs ne peuvent pas prendre d'autres engagements, notamment pour financer la campagne. L'autre aspect qu'il faut souligner, c'est le renforcement des capacités de la direction des protections des végétaux. C'est extrêmement important. Mais là aussi, il faudrait souligner que nous avons besoin quand même, en tant que travailleurs, d'être équipés. Parce que si on dit l'état du matériel, notamment le véhicule, le matériel de traitement, l'état dans lequel se trouve ce matériel-là, mais on imagine mal comment ces services-là peuvent garantir et jouer le rôle. Donc, il faudrait, je pense que nous, ce que nous recommandons, c'est que, évidemment, il faut tout faire pour que cette année-là, cette campagne soit sauvée, quel que soit le contexte dans lequel ils sont venus au pouvoir. C'est des autorités à qui on a placé notre confiance. En tant que citoyen, il faut quand même qu'ils essaient de trouver des voies et moyens pour que la campagne, en tout cas, soit sauvée. Mais nous, on préconise à ce que un diagnostic avec toutes les parties prenantes soit fait, soit organisé par le ministère. Parce qu'il ne faut pas avoir la prétention d'avoir les solutions claires en main. Il faut impliquer tous les acteurs, notamment les travailleurs, nous qui sommes à la base. Sur le terrain. Nous maîtrisons effectivement la problématique des semences, notamment dans la distribution, dans la transparence, dans la gouvernance. Toutes ces problématiques-là, nous, on a une certaine mesure, il faut une certaine maîtrise, donc il faut nous impliquer. Et à partir de là, prendre des mesures pour que l'année prochaine, évidemment, que des semences de qualité d'abord soient trouvées et que ces semences de qualité-là puissent être distribuées dans la transparence et que ces semences aussi soient produites en quantité suffisante. Mais... Parce que présentement, il
faut se poser la question. Où en est le capital semencier du Sénégal qui, semblerait-il, serait complètement à terre, sans jeu de mots. Parce que le capital semencier, c'est un préalable à une semence de qualité, à une semence de quantité, en quantité suffisante. Or, nous le savons tous, il faudrait renforcer l'ISRA qui est au début du processus de production de semences. Donc, et c'est l'une des mesures, l'une des recommandations du Conseil interministériel. Malheureusement, il nous reste très peu de temps. Je voudrais vous donner à chacun un petit tour de parole de moins d'une minute, si possible. Cher Tidiane Cissé, sur la question de la transparence, de l'équité, de l'efficacité de la distribution des engrais, des semences et du matériel agricole. Et bien évidemment, je sais que vous êtes particulièrement intéressé aussi par la question du paiement de la dette des OPS et autres producteurs. Globalement, est-ce qu'on va vers la bonne direction? Est-ce que c'est le bon choix, par exemple, par rapport d'impliquer l'armée dans le processus, par exemple? Écoutez, moi d'abord, pour ce qui est de la distribution des semences, je pense que le ciblage, nous adhérons pas, parce que eux, ils disent qu'ils vont cibler les coopératives. Mais d'abord, les coopératives qui sont là, existantes, ne représentent pas 0,000% pour ce qui concerne les producteurs, mais ces coopératives sont presque en faillite parce qu'ils n'ont plus la confiance des producteurs et que par contre, les gens ont commencé parce qu'ils ont dit qu'ils vont donner ça aux coopératives et les gens sont en train de constituer des coopératives de part et d'autre, et je pense que ça va être quelque chose qui va être très... Oui, mais il y a un secrétariat d'État qui est mis en place pour encadrer tout cela, non? Non, mais l'État ne le permet pas pour l'instant, parce qu'il faut dire que au moment où nous sommes, il y a un problème de temps qui se pose pour pouvoir régler tous ces problèmes, parce que pour les problèmes de coopérative, moi je pense qu'il fallait laisser après... la prochaine campagne, enfin celle de 2025-2026. Faire activer les administrateurs, les administrateurs civils au niveau des localités, les administrateurs au niveau des localités, pour créer des grandes assemblées dans chaque commune rurale et de créer des coopératives. Et c'est à partir de ce moment peut-être qu'on aura une coopérative crédible, une coopérative inclusive. Et ça, à partir de là, l'État peut mettre de l'argent à partir de ces coopératives. Mais ces coopératives qui sont là, qui sont créées partout parce que les gens commencent à connaître que c'est à partir des coopératives qui seront ciblées. On est en train, les gens se débrouillent pour faire des coopératives et avoir des... Qu'est-ce que vous recommandez alors? Le statu quo, ce qu'on a fait jusqu'à présent, ou vous appuyez l'idée d'impliquer l'armée et peut-être d'autres parties prenantes pour assurer la bonne distribution dans la transparence et l'équité? L'armée, moi je salue le fait que l'armée soit inclue dedans parce que c'est l'armée-nation. Et je pense qu'on peut aller au-delà de cette phase parce que moi je propose à ce qu'au niveau de l'armée, qu'on crée un département de l'agriculture et on les donne parce qu'au niveau de l'État, il y a un quota sécuritaire des semences, base et pré-base et base qu'on doit faire avec de l'irrigation. Et à partir de là-bas, peut-être l'armée peut être quelqu'un d'impliqué sur ça pour avoir son personnel, avec son personnel pour travailler ça ou avoir des gens qui travailleront et l'armée va surveiller. Et en contrepartie, s'il y a des résultats de production, l'armée va garder ça pour qu'il n'y ait pas de fuite ou bien il n'y a pas de choses qui feront de sorte que vraiment il y a des mélanges de trucs ou bien il y a de la non-transparence sur les semences. Merci, cher Tidiane Cissé, président de l'association des producteurs du bassin arachidier. Le dernier mot à vous, Mohamed Ly, vraiment en 30 secondes. Est-ce qu'il y a des aspects sur lesquels vous voudriez peut-être faire un dernier développement? Voilà, bon, juste peut-être attirer l'attention des autorités par rapport à la gestion des semences, la distribution des semences. En tout cas, nous demandons en tant que travailleurs à ce que des assises soient tenues pour que nous apportions notre idée là-dessus par rapport à tous les paramètres qu'il faudrait mettre sur la table pour assurer une bonne gestion de ces semences-là. Pour ce qui est de la transparence, effectivement, nous avons vu l'implication de l'armée. Bon, nous estimons que ce n'est pas une condition nécessaire pour assurer une transparence dans la gestion des semences. Parce qu'il faudrait comprendre que la problématique de la gestion des semences, elle est complexe. C'est depuis le début
qu'il faut vraiment analyser pour voir là où se situe le problème. Ce n'est pas parce qu'on a mis un gendarme dans une commission de distribution que l'on a la certitude d'avoir une bonne gestion. Merci Mordiouf. Malheureusement, il ne nous reste plus de temps pour continuer ce débat, mais nous vous retrouverons tous les deux dans la version Wolof de cette discussion. Ce sera dans un peu moins d'une heure. Merci donc à tous les deux. C'est la fin de cette édition à 12h54 minutes. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé, à la rédaction en chef El Hadj Ndiougou, chef d'édition Awambaye avec Mamas Toukan, à la mise en onde Abdoulaye Diop, Maïsambaye au digital, Alioune Ba à la production. Vous avez rendez-vous avec El Hadj Ndiougou pour le grand journal en Wolof à 13h. Excellente suite des programmes. Au revoir. Publicité sur RFM. Air Sénégal redéploie ses ailes en Europe du Sud. À partir du 10 juin prochain, Air Sénégal opérera à nouveau sur les destinations Lyon, Marseille, Barcelone et Milan 2 fois par semaine à partir de 289 400 francs CFA TTC. L'été se prépare maintenant avec Air Sénégal. Réservez dès à présent sur flyairsénégal.com ou rendez-vous